Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré au retrait, à l'abandon justement du projet Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe a donné une conférence de presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter. Nous aurions pu faire comme les autres, comme ceux qui aujourd'hui ne manqueront pas de nous interpeller, c'est-à-dire, au fond, laisser le soin à nos successeurs de trancher le nœud gordien. Pour opérer ce choix, mon premier réflexe, celui d'un républicain convaincu, celui de maire, d'ancien maire d'une ville, aurait été d'autoriser sans délai ce projet. Nous avons demandé à 3 personnalités expertes de dresser le bilan de la situation. Cette mission a remis son rapport en décembre dernier. Sur la base de ce rapport, j'ai rencontré les élus, plus d'une centaine. Ils ont des avis divergents, mais ils sont tous sincères. Sébastien Huyghe, vous êtes contre cette décision aujourd'hui de retrait, mais finalement, qu'avez-vous fait, vous, les Républicains, l'UMP, auparavant? Parce que vous parlez de procédure, mais il aurait pu y avoir une décision politique sur 50 ans. Non, parce que c'est un projet qui suivait son cours. C'est un projet sur lequel il y a eu 178 procédures. Il fallait attendre la fin des procédures. Elles ont eu lieu entre 2012 et 2017. C'est pas un prétexte, les procédures, il aurait pu y avoir une décision politique. Bien sûr que non, parce que la décision politique, elle était prise. À l'époque non plus. Mais là où je m'insurge, c'est que la décision politique, elle était prise. Toutes les collectivités territoriales avaient pris la décision. Et donc, c'était à elle de le faire. Et simplement, aujourd'hui, on a un bras d'honneur qui est fait par le gouvernement et le président de la République, d'ailleurs, qui est bien silencieux là-dessus. Il laisse monter au créneau son Premier ministre pour être aux abris. Parce que tous les élus, toutes les collectivités territoriales avaient pris la décision. On est dans un déni de démocratie parce que c'était pas si clair, sinon la décision aurait été probablement prise auparavant. Les élus qui étaient mandatés pour ça à la région, au département, à la métropole de Nantes, avaient pris la décision, avaient voté le projet. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui va à l'encontre de la décision qui a été démocratiquement prise. Donc c'est un bras d'honneur aux élus et par voie de conséquence à leurs électeurs. En tout cas, une décision de l'État. Allez-y, répondez. Non, mais la vraie question, c'était de savoir quel aéroport était nécessaire au Grand Ouest. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule hypothèse valide, qui était Notre-Dame-des-Landes. Toutes les hypothèses ont été vues. Laissez-le répondre. C'est faux. Lisez en détail ce rapport de la médiation. Refaites l'histoire à compter de 2013, avec le rapport de la DGAC, avec 2016, avec le rapport du CGEDD, et regardez en détail le rapport de la médiation. À aucun moment, l'hypothèse d'une alternative crédible n'avait été mise sur la table. Ce rapport, très en détail, il met en équilibre ces deux projets qui présentaient chacun des avantages et des inconvénients. Et donc, c'est pas tant les recours, c'est pas tant la procédure juridique ou judiciaire qui amène au bien fondé du projet, c'est de mettre en équilibre deux projets qui étaient utiles ou pas pour les territoires. Aujourd'hui, on pense qu'en réaménageant l'aéroport actuel, en l'interconnectant mieux avec les autres aéroports régionaux et en faisant une connexion également supérieure avec les hubs internationaux que sont par exemple Roissy ou Nice, on arrive à avoir un aéroport du Grand Ouest à la hauteur des enjeux de son attractivité. On prend une alternative, on essaye de l'habiller adroitement pour dire qu'il n'y avait pas besoin d'un nouvel aéroport, alors que toutes les études ont montré jusqu'à présent qu'il était nécessaire. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites. Ça avait été étudié, l'étude avait été faite de dire soit on agrandit l'aéroport, soit on en fait un autre. On avait choisi en connaissance de cause, le fait de faire un nouvel aéroport. Aujourd'hui, on revient dessus. Mais la décision n'avait pas été prise. Le président, le Premier ministre dit simplement il y a des problèmes de sécurité. Donc on a d'autres priorités en matière de sécurité, mais revoyez ce qu'il a dit à la fin du Conseil des ministres. Vous répondez ensuite, c'est Roselyne. Pardon, excusez-moi. C'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Ce qu'il a dit, c'est que l'opposition à Nantes est vraiment très forte. Il y a 50% de la population qui est contre. Vous dites que c'est moitié-moitié. Alors est-ce le cas? Moitié-moitié. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent pour dire moitié-moitié. À partir du moment où il y a une consultation qui a été... La consultation, vous le prenez les résultats, c'est 50-50. Il y a 100 voix d'écart. Il y a 55,15 sur toute la région. Mais si vous prenez les gens qui étaient plus proches de l'aéroport, évidemment, ils étaient intéressés pour avoir un aéroport proche de chez eux. Si vous prenez Notre-Dame-des-Landes, c'est 70% contre. Mais Nantes était à 50% contre. 50%, c'est d'opposition, c'est énorme. C'est pas seulement 210. Il n'y a qu'une seule consultation qui a eu lieu. Vous nous donnez des chiffres qui n'ont rien à voir avec cette consultation. Donc c'est
la consultation, elle est effacée par le rapport. Mais par le rapport qui a été fait pour trouver une alternative, pour crédibiliser une alternative, pour pas le faire. Donc, c'est énorme. Roselyne, est-ce que l'État aujourd'hui joue gros, finalement? Est-ce que cette décision, ce n'est pas une sorte de prise de conscience que l'État doit agir, et c'est cette, en fait, réaffirmation de l'autorité de l'État aujourd'hui? Absolument, c'est ce que je vous disais au début de ce débat, c'est que dans le fond, on va voir la capacité d'Emmanuel Macron là, d'affirmer effectivement l'autorité, et il joue gros parce que eh bien c'est risqué. Rappelez-vous Sivens avec Rémi Fraisse, le jeune homme qui avait été tué par une grenade, et ça avait été le cauchemar du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, et l'idée d'une bavure, l'idée de mort sur une zone à défendre est absolument le cauchemar des politiques comme les jeunes dans la rue. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes peurs. Donc on ne prend pas de risque, en fait. Si, il prend un risque. On prend absolument pas de risque parce qu'on a peur des violences. Non. Là, vous faites... Ils prennent un risque puisque certains zadistes veulent rester alors qu'ils sont en situation illégale. Il prend un risque puisqu'il dit qu'il va les évacuer. Si bien il n'y a plus de raison pour eux de rester et de s'arc-bouter puisque vous avez bien entendu gagné. Ils ont gagné. Et vous avez bien entendu Camille. On va leur laisser un peu de temps pour faire dégonfler la pression et s'en aller gentiment. Et s'il en reste quelques-uns, eh bien, on les expulsera. Mais il n'y aura pas de mobilisation. On verra combien ils seront. Il n'y aura pas de véritable mobilisation. On retrouve Alexandra Renard. Parce que la raison d'être pardonnez-moi, je vous interromps. Pour avancer un petit peu, on retrouve Alexandra Renard qui est donc sur place, avec les habitants de la ZAD justement. Est-ce qu'on peut redouter des violences, Alexandra, parce qu'on a l'impression que ces habitants veulent rester coûte que coûte, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc que peut-il se passer finalement ? Effectivement, pour rebondir sur les violences dont parlait Roselyne, on en parlait aussi ici beaucoup, ça a énormément marqué en 2012. Toutes les personnes qui avaient été évacuées, dont on avait détruit les cabanes, il y avait eu des heurts très forts et des blessés des deux côtés, des forces de l'ordre et des zadistes. Eh bien, la plupart d'entre eux ont été justement réfugiés dans le bâtiment qui se trouve juste derrière nous. Pour vous rappeler, donc on se trouve sur la ZAD, au cœur, dans un QG qui s'appelle La Vacherie. Actuellement, vous avez à peu près 200 personnes qui sont en train de fêter la victoire, le fait qu'il n'y aura donc jamais d'aéroport jusqu'ici. Ils ont demandé une nouvelle fois aux journalistes cette fois-ci de quitter la salle, de les laisser fêter cela ensemble. Alors vous parliez de ces violences, ils les craignent aussi. Contrairement à ce qui a été dit là sur le plateau, il y a sur place dans la ZAD des gens qui vivent maintenant depuis 10 ans et ils ont fondé parfois des familles, ils ont des exploitations agricoles et il y a des relations avec toutes les communes qui sont aux alentours. Beaucoup des personnes de ces communes vont régulièrement chercher le pain parce qu'il y a un four à pain ici sur place, donc une vie s'est installée et donc les agriculteurs et les riverains sur place ne sont pas du tout hostiles au fait que les gens puissent rester dans la ZAD. Ils se sont même proposés récemment pour collectivement monter des fonds, peut-être faire un crowdfunding pour les aider à pouvoir louer sur place les exploitations où ils se trouvent actuellement. Jean-Baptiste Djebari, est-ce que vous redoutez pas un nouveau Sivens finalement ? Je crois d'abord qu'il faut poser. Non, mais franchement, je vous pose la question. Est-ce que vous redoutez pas un nouveau Sivens ? Parce que vous avez l'air de dire que tout va bien se passer, mais c'est absolument pas sûr. Pas ça. Il y a évidemment un risque. C'est le risque qui est inhérent à toute intervention des forces publiques. Il y a une tradition de retenue dans l'usage de la force publique en France. On essaye tant bien que faire se peut. Oui, enfin, ça n'a pas empêché. Vous souvenez Rémi Fraisse. D'accord, mais par exemple, les grenades offensives ne sont plus utilisées aujourd'hui. C'était le cas, et c'est ce qui avait entraîné le décès de Rémi Fraisse, ne sont plus utilisées aujourd'hui dans les interventions. Il y a une tradition de retenue dans l'application de la force publique. Il n'empêche que les gens qui se trouvent et qui se trouveraient dans la ZAD après le 31 mars, encore une fois sans droit ni titre, devront évacuer et qu'à défaut d'évacuation, l'État prendra ses responsabilités. C'est quand même un défi majeur pour vous. Non, mais bien sûr, mais on est dans un État de droit. Ne pas faire ça, pour le coup, c'est mettre en jeu le contrat social qui nous lie tous. Et le contrat social, c'est le respect des droits, des libertés fondamentales, y compris du droit de propriété. Le seul parallèle qu'on puisse faire avec Sivens, c'est que l'État a reculé. L'État a reculé à Sivens, l'État recule à Notre-Dame-des-Landes. On peut faire le parallèle sur les violences possibles. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir véritablement de heurts très violents avec les zadistes, puisque l'État a reculé et a décidé de ne pas faire... Sauf si l'État met en place sa règle de droit. Il n'a pas reculé, il a pris une décision. Pourquoi vous dites reculer ? Il a reculé parce que l'ensemble des collectivités locales avaient pris la décision. L'État s'était rendu propriétaire des terrains. La déclaration d'utilité publique a été faite. Il ne manquait plus qu'à faire le premier coup de pioche, puisque tout avait été décidé. Les permis de construire avaient été obtenus. Maintenant, l'État... On l'a déjà dit. Alors, on va avancer un petit peu dans le débat. Avec vous, Yvan
Fouquet, puisque vous avez réfléchi à cette solution alternative de cet aménagement finalement de l'aéroport. D'abord, est-ce que ça coûtera moins cher que si on avait construit un nouvel aéroport ou pas? Et deuxièmement, est-ce que ça va mieux préserver l'environnement, puisqu'il en était véritablement question? Bien sûr, le vrai débat, c'est la préservation des terres agricoles. Aujourd'hui, vous parlez d'un projet qui a quand même 50 ans au départ. Enfin, c'est un projet très ancien. Il y a eu des décisions prises, on est d'accord là-dessus, mais des décisions anciennes. Aujourd'hui, les enjeux, ce sont les enjeux climatiques et les enjeux d'étalement urbain et de préservation des terres agricoles. Ça, c'est deux enjeux très importants et qui sont nouveaux. Enfin, les enjeux climatiques, c'est des choses qui sont très récentes. On ne peut pas dire que l'État a reculé. Et un lien entre la décision d'aujourd'hui, vous dites, et l'enjeu climatique. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'effectivement, il faut étudier des alternatives. Les alternatives, c'est pas uniquement dans les aéroports, c'est les énergies alternatives. Par exemple, aujourd'hui, on développe des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Parce qu'on sait qu'on va manquer d'énergie. C'est pas, on recule pas sur le nucléaire. Simplement, on sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'alternatives. On recule pas sur la voiture en prenant des voitures électriques. Simplement, il y a une alternative au pétrole. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a une alternative à cet aéroport. Quel est le réaménagement de l'aéroport existant ? Il sera moins polluant. Il sera pas moins polluant. Un aéroport, c'est un avion, c'est polluant. On le met ici ou là, un avion, c'est polluant, mais on détruit pas 1600 hectares de terres agricoles. C'est énorme. C'est la taille c'est pratiquement la taille d'Orly. Enfin, c'était pour un aéroport régional pour 5 millions de passagers qui correspond à 5% grosso modo des voyageurs français. Donc, on parle vraiment d'une infime, d'une partie assez infime. On va passer à 9 millions quand même. 9 millions quand on sera à 200 millions en France. Donc, ça restera 5%. Ça restera 5%. C'est prévu, sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Roselyne, vous le disiez, Nicolas Hulot, a priori, devrait être satisfait de cette décision. Ah oui, il a suffi d'entendre les écologistes aujourd'hui. Donc on a souvent dit que Nicolas Hulot avait avalé quelques couleuvres et je pense qu'il aurait absolument pas supporté cela. On peut pas avoir un homme comme lui qui a été ça a été dur d'aller le chercher puisqu'il a refusé quasiment toutes les offres qui lui avaient été proposées. Il aurait été très difficile et ça aurait été un très mauvais signal pour Emmanuel Macron de perdre un ministre comme Nicolas Hulot. C'est clair que c'était infaisable politiquement. Il resterait même si Notre-Dame-des-Landes absolument. Il l'avait annoncé. Donc, oui, il l'avait dit, c'est vrai. Plusieurs éléments. D'abord, je ne crois pas qu'il n'ait avalé vraiment de couleuvres. Il a gagné sur le glyphosate. Il a plutôt été très cohérent sur le nucléaire. Ça va nous permettre d'en parler de façon plus concrète l'année prochaine. En tout cas, il doit s'être c'est ce qu'il confie en privé. Et il m'a dit, puisque j'en ai parlé avec lui encore très récemment, que ce n'était pas une ligne rouge, que sa position était connue, qu'il n'a pas cherché à influer le débat et la décision de l'exécutif. Et je crois qu'il s'est comporté dans cette affaire de façon tout à fait digne et honorable. Et que, de toute façon, effectivement, sa position elle aurait été intenable. Je pense qu'elle aurait été intenable politiquement s'il y avait eu ce nouvel aéroport, croyez-moi, sous la pression médiatique, sous la pression de tous les écolos. Le Premier ministre, comme Nicolas Hulot, ont rencontré l'ensemble des élus locaux et nationaux sur ce projet et ça les a fait aussi un peu évoluer parce qu'effectivement en face d'eux, ils avaient des élus locaux qui avaient participé au financement et qui portaient un projet avec sincérité depuis 15 ans. Donc cette sincérité-là, on ne peut pas la nier. La décision, elle porte effectivement sur l'utilité comparée de deux projets, mais la décision n'est pas ni noire ni blanche, et en tout cas l'attitude de Nicolas Hulot a été à bien des égards exemplaire sur ce dossier. Sébastien Bie qui apprend. Alors moi, je suis très inquiet pour le fonctionnement de notre démocratie à l'avenir. Vous reparlez du déni de démocratie, excusez-moi. Mais... justement, c'est un déni de démocratie, ça veut dire sur l'aspect sur écolo, tous les projets, sur l'écologie, tous les projets structurants qu'il y aura dans notre pays, qui pourront être décidés par les élus locaux, par les élus démocratiquement élus, eh bien, à partir du moment où vous aurez quelques énergumènes qui seront contre et qui vont s'organiser pour monter au créneau, eh bien, il y aura un risque de recul de la part de l'État et donc que les projets n'aient pas lieu. Je suis désolé, c'est un gros problème de démocratie. Ça veut dire que les gens qui auront été élus par les Français pour prendre des décisions de structuration locale, eh bien, pourront à tout moment, par des manifestants, par des zadistes, donc des anarchistes de tout poil ou d'extrême gauche, eh bien, faire reculer les projets qui ont été décidés démocratiquement. C'est un vrai problème de démocratie pour notre pays. Sur le projet alternatif lui-même, Jean-Baptiste Djebbari, d'abord, premièrement,
combien ça va coûter? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que c'est 730 millions d'euros. Ça, c'était le coût donc d'un nouvel aéroport, Notre-Dame-des-Landes. 460 millions d'euros, ça serait le coût donc de l'aménagement de l'aéroport existant. Donc 270 millions d'économies. Vous êtes d'accord avec ça? C'est à peu près ça, oui. Voilà. Sauf que manifestement, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il faut indemniser Vinci. Alors, à quelle hauteur? Est-ce que vous savez? Vous avez des chiffres? Parce que j'ai vu que c'est 350 millions. Donc là, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que du coup, ce réaménagement est plus coûteux que le nouvel aéroport. Dans les deux cas, il y avait un surcoût. Le surcoût, dans le cas du réaménagement de l'aéroport actuel, c'est effectivement l'indemnité à Vinci, mais il y a quand même plusieurs éléments de réponse. Un, le contrat de concession actuel sur l'aéroport actuel, c'est Vinci. Le nouveau contrat de concession, du fait du réaménagement, Vinci va postuler, donc l'État va avoir des discussions, les collectivités vont avoir des discussions avec Vinci pour ça. Donc vous lui devez 350 millions, mais comme il y aura une partie du projet, peut-être que vous le devrez moins. L'État est fondé en fait, vous devrez payer plus au contraire. On va négocier ça. L'État a vocation, les collectivités, à avoir une discussion avec Vinci sur le montant et l'indemnité maximale. Va être avantagé. Vous avez une idée de fourchette tout de même ou pas? 350 millions. Je voudrais rappeler qu'il y a un rapport au mois de juin de la Cour des comptes qui dit que c'est sous-évalué par rapport à ce qui serait dû à Vinci. C'est ça, ça pourrait être 550 millions. Donc 350 millions. C'est propos initial. Répondez, Jean-Baptiste Djebari. Puisque même il y avait un surcoût, deux hypothèses. Le surcoût Notre-Dame-des-Landes, l'hypothèse c'était les forces de sécurité à maintenir. On parlait de 2000, 3000 CRS pendant 6 ou 7 ans et c'est à peu près 150 à 200 millions d'euros. Dans les deux cas, il y avait un surcoût à chacune des hypothèses. Vinci et l'indemnité, je pense que l'État et les collectivités seront à même d'avoir une négociation, notamment au regard du nouveau contrat de concession qui va être mis en jeu sur l'aéroport réaménagé. Et donc je ne crois pas qu'on ira au plafond de l'indemnité et de la clause qui, effectivement, est en tout cas, en termes de coût, c'est à peu près équivalent, finalement. Non, c'est à peu près 250 à 300 millions d'euros de moins. La Cour des comptes, qui est indépendante, dit que 350, c'est sous-évalué. Alors vous êtes architecte, je le redis. Donc, oui, on a évalué les architectes souvent sous-évaluent les coûts. Oui. Déjà sur le coût de l'aéroport lui-même, ce qui est la différence, c'est que là il y a un aéroport qui existe, donc qui est déjà construit, qui a déjà été payé et qui est largement rentabilisé. Et puis il y avait la construction d'un nouvel aéroport, donc il y a forcément une différence de coût entre construire un aéroport tout neuf, très grand, etc. Oui, mais parfois les coûts explosent dans l'ancien. Mais parfois la rénovation coûte plus cher que la construction de partir de rien. Vous avez fait une évaluation, vous, en tant qu'urbaniste. On avait fait une évaluation du raménagement après, le raménagement de l'aéroport de Toulouse, l'extension de Toulouse actuellement, c'est 20 millions d'euros. Donc c'est des sommes qui sont très, 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 très petites. Aujourd'hui, justement, ces sommes-là, on ne les connaît pas. Il faudrait un diagnostic très précis pour savoir exactement combien va être investi. Sur Vinci, sur Vinci, il faut savoir que Vinci, contrairement au portique écotaxe par exemple, Vinci fait 30 milliards de chiffre d'affaires, donc 15 milliards en France. C'est 15 milliards de marché public en France. Si l'État français n'a pas une marge de négociation avec l'ensemble des marchés publics, avec les autoroutes, avec tout ce qui a été donné à Vinci récemment, avec Aéroport de Paris aussi. Donc vous faites confiance à l'État français pour bien négocier avec Vinci. Si vous voulez encore des marchés, il faudra être gentil. Jean-Baptiste Djebari, vous répondez. La concurrence va être mise là. L'État a des marges de manœuvre de négociation avec Vinci. Je vous rappelle que ADP peut-être pour partie va être cédé, que le seul candidat crédible c'est aussi Vinci. Donc la relation entre l'État et Vinci va bien au-delà de l'aéroport de Nantes. Il faut être très clair là-dessus. Ensuite, sur les travaux de l'aéroport, ça veut dire qu'on va discuter. Ça s'appelle de la négociation. Et la négociation, c'est aussi la démocratie. Mais il y a aussi des règles d'appel d'offres auxquelles on ne peut pas déroger. Qu'on peut faire maintenant, sur l'aéroport existant, les travaux de réfection de la piste, les travaux d'extension des terminaux, les travaux d'élargissement des voies de circulation. Et puis il y a les travaux qu'on devra faire en fermant partie l'aéroport avec l'aménagement, le rallongement de la piste. Et là, effectivement, ce ne sera pas en prise constante, ce sera un peu plus tard, et ce sera effectivement en fermant pour partie la piste. Mais donc tout ça se fait de façon séquencée, et en 2-3 ans, tout recours terminé, on pense avoir un aéroport qui commence effectivement à pouvoir accueillir plus de 5 millions de passagers et à envisager d'être à la capacité de 9 millions à horizon 2040. C'est de l'affichage, vous savez comment ça fonctionne. En tout cas, c'est vrai que le rapport était assez... Le rapport n'était pas très précis, en tout cas, sur cette évaluation des coûts. Juste pour conclure, Jean-Baptiste Djebari, qu'adviendra-t-il des 100 millions prélevés depuis 7 ans auprès des compagnies aériennes? Parce que j'ai vu qu'il y avait une cagnotte. Est-ce que c'est un préfinancement de ces aménagements? 100 millions d'euros.
Je crois qu'il faudra avoir cette discussion effectivement avec les compagnies aériennes. Il y a les assises du transport aérien qui s'ouvrent à compter de début mars. Dedans, il y a un atelier aménagement du territoire et il y aura des discussions absolument ouvertes avec les compagnies aériennes. C'est un moment aussi pour la filière aéronautique intéressant pour se retrouver effectivement parler de régulation, de compétitivité, de concurrence et évidemment solder ce qui pourra l'être au niveau de cette cagnotte, comme vous dites. Donc place à la négociation. Merci à tous les quatre. Tout de suite, un œil sur les médias. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kim Vaudine. Bonsoir. Un œil sur les médias et vous revenez bien sûr sur cette décision du retrait donc de la construction de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, un projet qui a craché selon le Huffington Post, car bien sûr, aucun avion ne décollera de Notre-Dame-des-Landes. Un revirement dont vous avez longuement parlé et qui a suscité évidemment de nombreuses réactions. Tout au long de la journée, les dessinateurs de presse ont imaginé Emmanuel Macron se décider, ou plutôt ne pas se décider. Ça a donné cette conversation imaginée par le dessinateur Rançon. Emmanuel Macron qui constate, bon, on ne fait pas l'aéroport, mais il faut virer les zadistes. Et Édouard Philippe qui lui répond, si on doit virer les zadistes, autant faire l'aéroport. Pour cet autre dessinateur, ça a donné Zad Wars, le président de la République en Jedi, qui doit bien sûr trancher sur ce dossier épineux. Que la force soit avec toi, lui dit Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Et visiblement, la force était avec lui, comme le montrent ces nombreuses réactions qui ont salué une décision courageuse. L'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes signe la victoire du bon sens contre un choix du passé, nous dit José Bové. Je salue la décision courageuse du président Macron pour la planète et les territoires ruraux. La raison l'a emporté pour Benoît Hamon aussi, qui souhaite qu'une sagesse semblable inspire le gouvernement au moment d'envisager l'avenir de la ZAD. Du côté de la majorité présidentielle, on salue davantage la capacité finalement du gouvernement à trancher plutôt que l'abandon du projet lui-même, comme le montre ce tweet de Christophe Castaner, patron de La République En Marche. Enfin, une décision après 40 ans d'hésitation. Ce gouvernement prend ses responsabilités et assume. À noter tout de même que cette posture au sein de la majorité présidentielle n'a pas totalement fait l'unanimité, puisqu'un député La République En Marche envisage de renvoyer sa carte d'électeur, comme nous le dit cet article du Figaro. Et je vais sans doute renvoyer ma carte d'électeur à La République En Marche. C'est une remise en cause de notre vote, nous dit ce député. Un ton, bien sûr, vous l'avez dit, repris du côté des élus locaux qui sont évidemment en colère. La maire de Nantes parle de trahison du Grand Ouest et de déni de démocratie, tout comme Jean-Marc Ayrault, dont on sait à quel point ce projet était cher à l'ancien Premier ministre. Il nous dit « Je prends acte de la décision du gouvernement et je la regrette, c'est un déni de démocratie ». Et évidemment, à droite, les Républicains aussi taclent le président. On nous dit, avec beaucoup de cynisme et de mépris, Emmanuel Macron a joué avec les élus, chefs d'entreprise et habitants. Nous ne l'oublierons jamais. Le quinquennat de M. Macron vient de s'abîmer dans la boue de Notre-Dame-des-Landes. Et au-delà des réactions dans la presse, ce que l'on retient, et on en parlait il y a un instant, c'est cette victoire de Nicolas Hulot. Une victoire attendue de longue date. On se rappelle l'opposition du ministre, bien sûr, sur ce sujet. Et si beaucoup se demandent si Nicolas Hulot a négocié justement sur ce dossier avant de faire son entrée au gouvernement en mai dernier, le ministre de l'écologie est clair. Il n'y a pas eu de deal. Il a précisé « Agiter une menace de démission, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Je ne veux rien obtenir par le chantage. Ce serait ni sain ni durable. » En tout cas, peut-être que cette décision refera passer Nicolas Hulot en tête du classement YouGov des personnalités politiques préférées des Français. Lui qui était coutumier de la première place, il était passé deuxième depuis le début de l'année en raison peut-être de la polémique sur son patrimoine et ses nombreuses voitures. On en a largement parlé. C'est Laura Flessel, la ministre du Sport, qui est passée en tête. Et puis le gouvernement a dit qu'il évacuerait la ZAD et certains propose une alternative. Et sur le site internet de Politis, on se demande si le gouvernement ne ferait pas mieux de prendre le pari de l'intelligence. Alors pour l'auteur de l'article, en fait, le pari de l'intelligence, ce serait de transformer Notre-Dame-des-Landes en un laboratoire écologique et social. Une transformation qui aurait fière allure, nous dit l'auteur. Je cite « Imaginons que le gouvernement considère les opposants pour ce qu'ils sont.
Une population pacifique de paysans et de néo-ruraux, un collectif d'associations plus déterminé par l'intérêt général que par l'instinct de propriété et le goût du profit. Il poursuit, imaginons que le pouvoir ait admis que ces femmes et ces hommes qui ont cultivé cette terre, construit ces fermes, investi en ce lieu une partie de leur vie, ont acquis le droit d'être entendus et même écoutés à l'heure des choix. Alors bien sûr, il faudrait renoncer à tout un tas de choses, mais l'histoire contemporaine nous offre l'exemple du Larzac sous Mitterrand, rappelle l'auteur. Enfin, si Denis Siffert s'autorise à rêver un peu, comme il dit, eh bien, cette option est encore loin de peser dans la balance, puisque vous l'avez dit, le gouvernement a promis d'évacuer la ZAD d'ici au printemps. Merci Kim, merci Yvan Fouquet, Sébastien Hubig, Jean-Baptiste Djebari, merci à Roselyne Fèvre et merci également à Alexandra Renard en direct de la ZAD. Merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous sur France 24.